Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc la dernière partie concerne la gastro-entérologie. Donc dans la dernière partie concernant la gastro-entérologie, on va parler comme l'habitude, on va commencer par un proverbe qui dit die empty, c'est-à-dire mourir vide. C'est-à-dire qu'il faut vider tous vos rêves avant de mourir. C'est un ancien proverbe qui dit les bêtises. Donc, dans la dernière cours concernant la physiologie de gastro-entérologie, on va parler de la digestion et de l'absorption. J'espère que j'ai pas oublié de dire quelques informations parce que l'oubli c'est le meilleur proverbe que je peux le dire parce qu'on oublie trop donc malgré qu'on est jeune. Donc la digestion, si on va parler des digestions, donc on va commencer par la digestion des triglycérides. Donc la digestion des triglycérides se fait au niveau de l'intestin, par des selles biliaires qui fait l'émulsifiant, donc avec la présence de la sécrétion pancréatique de la lipase qui est activée donc pour digérer elle va digérer en quelque chose qu'on peut absorber, c'est-à-dire deux acides gras avec une monoglycéride dans la position 2. Aussi, les carbohydrates, leur digestion va commencer dès le premier contact, c'est-à-dire au niveau de la bouche par l'alpha-amylase salivaire et après au niveau de l'intestin par les sécrétions pancréatiques de alpha-amylase pancréatique. Et après, lorsqu'il dégrade, il va rester des disaccharides comme le lactose, le maltose, etc. Donc, c'est lactose et maltose et des petites dextrines, des branches de alpha-1,6 vont être digérées par des enzymes situées à la surface de l'épithélium intestinal, c'est-à-dire à la surface apicale de l'intestin. Donc, et les protéines, il y a une petite digestion au niveau de l'estomac, à peu près 15%, et le reste va digérer par des enzymes pancréatiques telles que la trypsine, la chymotrypsine, et les astases, carboxypeptidase A1 et B, sont des endopeptidases et des exopeptidases. Donc, la majorité des protéines sont digérées par des enzymes pancréatiques. Donc la glande de pancréas fait un grand chose au niveau de la digestion de protéines. L'estomac, il fait pas grand chose. L'estomac, il fait que 15%. L'estomac, son rôle, c'est pas grand important. La sécrétion d'acide, c'est pas important parce que on sécrète l'acide pour favoriser la pepsinogène et la pepsine. Donc c'est pas un grand rôle. L'estomac joue un grand rôle et un rôle important seulement par la sécrétion de facteurs intrinsèques, si on peut minimiser l'estomac. Donc l'absorption. Lorsqu'on digère l'aliment, je vous parlais ici de la carbohydrate. Donc on a parlé de lactose. Donc lactose, il va digérer par la lactase. Donc il va donner glucose et galactose. En cas de déficit en lactose, généralement ce qu'on appelle l'intolérance à lactose est présent chez les Asiatiques et chez les Orientaux. Donc il est rare en Occident. Donc ce intolérance à glucose, lorsqu'il boit le lait, deux verres de lait, donc il va avoir un diarrhée osmotique massive. Donc tout bêtement, il faut éviter le lait et reste tranquille. Mais le déficit en lactose congénital va causer des problèmes dès la naissance. Donc, je ne sais pas s'il existe des autres au niveau de maltase. Donc, le maltase, c'est un enzyme qui va dégrader le maltose en glucose, en 2-glucose ou 3-glucose, c'est la maltose ou maltotréose. Donc, ce sont des enzymes pour puissent absorber. Donc, les carbohydrates sont absorbés seulement des monomères, c'est-à-dire seulement le glucose, la galactose. Et donc, le glucose et galactose sont absorbés par
un cotransporteur sodium-glucose, c'est-à-dire SGLT1, parce que SGLT1 donc va absorber par un cotransport avec une molécule de sodium. Le phénylactose va absorber par un transporteur, ce qu'on appelle l'une des 5 glutes qu'on a parlé dans la biochemistry. Donc c'est la glute 5 spécifique au fructose. Après, lorsqu'ils sont absorbés au niveau du tunnel intestinal, ils vont libérer dans le sang par un glute, ce qu'on appelle le glute 2, donc dans la membrane basale par une division facile. Pour les protéines, il y a beaucoup, donc il y a PRT2, je pense, donc un transport. Donc la protéine, la caractérisée, ils ne sont pas seulement des monomères, c'est-à-dire un seul acide aminé, mais on peut absorber des dipeptides et tripeptides et aussi un monoaminoacide. Donc ils sont toujours transportés d'un transport secondaire. Le seul qui nécessite pas du glucose, qui nécessite pas un sodium ou un transport secondaire, c'est le fructose. Parce que le fructose il est absorbé indépendant par leur transporteur GLUT5 qui laisse seulement le fructose entrer sans excrétion de sodium ou autre chose. Les autres sont toujours un cotransporteur ou un transport secondaire, donc comme les protéines. Ils sont libérés par une division faible dans la membrane basale. Les lipides, on a parlé que l'absorption des lipides nécessite d'une goutte des micelles, donc qui sont les sels biliaires qui sont nécessaires pour émulsifier. Et lorsqu'il émulsifie, il y a l'arrivée des enzymes pancréatiques présentées par la lipase et la colipase, donc qui vont attaquer ces petites lipides pour ingérer, pour digérer. Donc on digère les lipides en 2 acides gras et un monoglycéride en position 2, c'est-à-dire 2 monoglycérides et 2 acides gras. Donc ces 2 acides gras et 2 monoglycérides vont transporter directement vers les entérocytes pour fabriquer quelque chose, les chylomicrons. Ces chylomicrons vont aller donc vers le lymphe, donc ce qu'on appelle les lactiles, donc et qui vont aller rejoindre la canal lymphatique thoracique, donc canal principal lymphatique thoracique, pour rejoindre la veine sous clavier gauche, et donc c'est au niveau, il va agiter au niveau de sang. Donc ils disent que certains lipides à chaîne courte, il peut traverser directement dans le sang sans passer par la canal thoracique lymphatique, donc sans passer par le lymphe, je sais pas. Donc maintenant on va parler des électrolytes, donc l'absorption des électrolytes. Donc on sait tout qu'au niveau de duodénum proximal, il y a de l'absorption des ions divalents, c'est-à-dire fer, calcium, magnésium, et aussi j'ai cité ici le folate, donc en duodénum proximal. L'hélium, elle sert à absorption de 2 choses, c'est la vitamine B12 et les sels biliaires. Donc, imaginez si vous n'avez pas un hélium, donc vous développez des malabsorptions des vitamines B12. Donc, si vous avez un problème au niveau ilioterminal, vous aurez une anémie mégaloblastique et vous aurez la malabsorption des lipides. Et lorsqu'on parle malabsorption des lipides, on parle de malabsorption des vitamines. Et les vitamines liposolubles sont ADEC, c'est-à-dire vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K. Certains ils disent que donc la malabsorption de vitamine D va donner des ostéoporoses et des problèmes de la calcémie, bien sûr. Donc certains physiologistes, on aime la physio bien sûr, qui disent que un vitamine c'est une substance qu'on ne peut pas synthétiser, donc qui arrive par l'alimentation. Ils disent que certains parmi ces ADEK, c'est pas une vitamine. Ils ont raison parce que le vitamine D, on peut le synthétiser. Donc la philosophie en médecine c'est comme ça. Donc un vitamine D c'est pas une vitamine parce qu'on peut les synthétiser. Donc ce sont des trucs, des machins
que je crois pas, donc je peux pas croire que vitamine D c'est pas un vitamine D. Donc euh, le côlon, il est spécifique. Ils me disent que le côlon il sert à l'absorption de l'eau. Tout le monde il sait que le côlon il absorbe l'eau. On a besoin de quelque chose qui mérite. Si vous dites que le côlon il sert à la sécrétion du potassium, donc je tire le chapeau parce que vous connaissez. Vous êtes différent, donc il faut être différent parce que le côlon sert bien sûr à. Je ne veux pas contrarier l'absorption de l'eau, mais aussi à la sécrétion du potassium. Soyez différents, donc sert à l'absorption du potassium. Et imaginez si vous avez une diarrhée, vous sécrétez trop de potassium, vous tombez dans l'hypocalémie. L'hypocalémie, c'est quelque chose de méchant. Donc, pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire parce qu'il reste le temps. Donc, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire, l'histoire de vitamine B12 et leur absorption. Donc, vitamine B12, je vais vous raconter l'histoire de vitamine B12. Vitamine B12, comme tout le monde sait, c'est une vitamine nécessaire. Et vous m'avez dit qu'il va être lié avec le facteur intrinsèque. La vitamine B12, je veux dire, il se prise. La vitamine B12, c'est une femme qui a plusieurs partenaires. Malheureusement, hein. Mais c'est comme ça, la vitamine B12, elle a plusieurs partenaires, c'est-à-dire à chaque fois, elle va lier avec quelque chose, avec quelqu'un. Donc, la vitamine B12, au niveau de l'estomac, au niveau de la bouche, elle est liée avec des aliments. Lorsqu'elle arrive au niveau de l'estomac, les animaux, ils trouvent l'amylio acide, la guerre, donc elle va laisser la vitamine B12. La vitamine B12, parce qu'elle est belle, elle trouve un autre partenaire, ce qu'on appelle l'aptocorine. L'aptocorine va marier avec la vitamine B12, c'est-à-dire la cobalamine ici. Donc elle va lier avec la cobalamine l'aptocorine. Donc l'aptocorine c'est quelque chose qui est important, mais la vitamine B12 elle n'aime pas l'aptocorine, seulement c'est la condition qui est parce que au milieu de l'estomac il y a un milieu acide et leur amour vitamine B12 elle aime le facteur intrinsèque. Mais le facteur intrinsèque au niveau de l'estomac, il trouve la guerre, il trouve l'acide, quelque chose qui est méchant. Donc il ne peut pas avancer pour demander la main de vitamine B12. Donc facteur intrinsèque, il est pauvre, donc malgré il y a une histoire d'amour entre les deux, mais il ne peut pas arriver au niveau de l'estomac parce qu'il trouve le milieu acide. Donc la vitamine B12, parce qu'elle est belle, elle était obligée de marier avec l'aptocorine. Donc c'est un mariage passager parce que lorsqu'il sort de la guerre, lorsqu'il sort de pays, ce qu'on appelle lorsqu'il sort de l'estomac, il se trouve au niveau de duodénum et là elle va divorcer avec l'aptocorine. L'aptocorine il peut rien faire, donc il va laisser tranquille. Et la vitamine B12 parce qu'elle est belle, elle est très belle, elle est jamais tout seule, donc elle va remarier avec leur amour, la facteur intrinsèque. Donc elle va relier avec le facteur intrinsèque et ils vont faire un parcours très long de 7 mètres. Heureusement, ils vivront ensemble pendant 7 mètres, la vitamine B12 avec leur partenaire facteur intrinsèque. Et lorsqu'ils arrivent à l'ion terminal, les choses se passent mal. Donc la facteur intrinsèque va lier à leur récepteur, ce qu'on appelle la cubuline. Donc le facteur intrinsèque va lier avec une autre, ce qu'on appelle la cubuline, qui est aussi belle. Donc le vitamine B12 ils sentit que la facteur intrinsèque est lié avec une autre. Donc elles disent pourquoi vous liez avec une autre, vous n'êtes pas un couple fidèle. Donc elle laisse et elle a pris un leçon. Donc la vitamine B12 laisse le facteur intrinsèque pour rejoindre dans les histoires mâles la transcubalamine de type 2. C'est la dernière partenaire de la vitamine B12. Et transcubaline du type 2, elle va libérer au niveau de sang, au niveau du milieu interstitiel. Puis au niveau c'est le transporteur final de la vitamine B12 au niveau de sang. Si on peut dire
les 5 partenaires de la vitamine B12. Donc, premièrement, la vitamine B12 est liée aux aliments. Au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, il trouve le milieu acide, la guerre, elle va lier avec l'aptocorine. Au niveau de duodénum, au niveau de l'intestin grêle, elle va lier avec le facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque va lier à leur récepteur, ce qu'on appelle la cubuline, au niveau de l'ion terminal. Donc, elle va libérer, au niveau de l'ilium, elle va être libérée, cette vitamine B12, pour lier à la dernière transporteuse qu'on appelle la transcubalamine de type 2 qui va transporter au niveau du sang. Donc, une très belle histoire de la nature. La nature fait des choses complexes pour arriver à quelque chose de magique, parce que le vitamine B12 elle est très très nécessaire, et malheureusement on peut absorber par jour seulement 9 grammes, et c'est la capacité d'absorption maximale, et notre besoin quotidien au l'ordre de 6 grammes. Donc imaginez si tu as une fourchette étroite de vitamine B12. Heureusement on peut stocker un stock qui dure 2 années de vitamine B12. Donc c'est ça l'histoire de la vitamine B12 et leur absorption. Donc enfin, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne. Donc aidez, aimez, partagez, et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.